à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, changer le monde grâce à un pansement intelligent. Eh bien, c'est le défi relevé par 3 jeunes chercheurs de l'université de Varsovie. Ils sont dans Génération Talent cette semaine. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va aller à la rencontre de robots intelligents qui aident à lutter contre la dépression, à identifier les émotions. Démonstration dans un EHPAD. Ouais, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en France, on a des idées, c'est vraiment né de l'imagination de chercheurs, notamment de Centrale. Vous allez me dire qu'on n'avait pas de pétrole. Mais si, on a même du co-living, dis donc, et c'est notre question du jour. C'est un marché littéralement en plein essor. Il pourrait tripler d'ici 2025. Ce co-living veut nous aider à faire maison commune. Alors justement, l'habitat partagé répond à de vrais besoins, entraide intergénérationnelle pour les étudiants, relais logistique pour les parents solo. Viens chez moi, j'habite chez une senior. On va en parler avec nos invités aujourd'hui. Tara Sarmini, vous êtes CEO et cofondatrice de Commune, le co-living pour les familles monoparentales. Bonjour à vous. Bonjour. Et Colline Guenel, cofondatrice de Colette Club. Vous misez sur la colocation intergénérationnelle. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Primer des jeunes voteurs passionnés par l'amélioration de la planète et la résolution des problèmes environnementaux et médicaux. C'est le pitch des James Dyson Awards pour leur dernière édition. 3 chercheurs de l'université de Varsovie ont été mis à l'honneur avec Smart Heal, un pansement intelligent pour aider les plaies à mieux cicatriser. Les détails tout de suite avec Xavier Terrade. Tomasz, Dominic and Piotr, I'm very pleased to tell you you're the international winners. Tomasz Radzinski, Dominique Baraniecki et Piotr Walter sont les grands gagnants internationaux des James Dyson Awards 2022. Ils sont les créateurs de Smart Heal, un pansement intelligent qui permet de mieux cicatriser les plaies. Gagner le prix va beaucoup nous aider pour les années à venir et nous permettre de tester la compatibilité biologique et commencer à envisager les pistes cliniques. James Dyson Awards est une grande opportunité pour nous d'envisager quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait donner l'espoir de changer le monde. Avant de changer le monde, les 3 créateurs sont pour le moment prêts à révolutionner le monde de la santé avec Smart Heal. Alors qu'on sait que changer un pansement trop souvent peut entraîner des infections et une perturbation des tissus, Smart Heal peut évaluer l'état de la plaie et détecter une infection sans retirer le pansement et donc sans perturber les tissus. Après analyse des données, les professionnels de santé peuvent prescrire le traitement approprié pour la plaie. Notre inspiration pour Smart Heal vient de nos discussions avec des médecins. Après des mois de consultation, on a constaté qu'on pouvait utiliser nos années d'expérience dans les impressions électroniques pour résoudre le problème des plaies chroniques. James Dyson a tenu à distinguer Smart Heal car cette invention fournit aux médecins et aux patients un élément d'information essentiel, le niveau de pH, qui peut leur indiquer comment une plaie se cicatrise. Grâce au prix, ce nouveau pansement intelligent devrait pouvoir être commercialisé en 2025. Et voilà pour ces talents partout autour du globe. Le co-living nous aide à faire maison commune, on en parle tout de suite. C'est le talk, première partie. Et pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Tara Sarmini, CEO et cofondatrice de Commune, le co-living pour les familles monoparentales, et Colline Guenel, cofondatrice de Colette Club. Colocation, là aussi, et habitat partagé, mais version intergénérationnelle. Alors déjà, mesdames, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on définit le co-living aujourd'hui. Oui, c'est un habitat partagé, mais est-ce qu'on peut parler de colocation, de cohabitation un peu plus tendance que les autres ? Alors chez Commune, en tout cas, on définit le co-living comme de l'habitat partagé avec des services mutualisés et une communauté très forte et soudée. Voilà, donc c'est pas nouveau, ça existe depuis la nuit des temps quelque part, mais c'est clairement réactualisé depuis plusieurs années et une tendance qui s'accentue depuis le Covid. Oui, parce qu'on parle aussi beaucoup de living as a service, parce qu'il faut que tout soit as a service dans le monde de la tech. C'est un buzzword un peu écosystème, encore une fois, numérique, mais pour finalement, encore une fois, une pratique qui est en réalité vieille comme le monde, si j'ose dire, Colline.
Oui, alors nous, en effet, on fait de la cohabitation intergénérationnelle, donc on fait vivre des jeunes et des moins jeunes sous le même toit. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et d'ailleurs, ça vient principalement d'Espagne. Et finalement, oui, c'est une colocation dans laquelle on ajoute en plus la notion de lien social entre, du coup, les générations chez Colette. Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, l'habitat partagé, encore une fois, le co-living, la colocation New Look, c'est aussi une colocation qui naît de la suite des confinements, du télétravail aussi, des nouvelles habitudes de vie qu'on a toutes et tous pris ces 2 dernières années, allez 3 pour arrondir. Cet habitat partagé, on est en train de l'utiliser comme un nouveau vecteur de changement de société. Ça nous permet aussi d'imaginer une façon nouvelle de pouvoir cohabiter toutes et tous en société. Tara ? Alors, tout à fait, mais principalement, en fait, je pense que ces nouvelles formes de vie en communauté, qui, encore une fois, ne sont pas tout à fait nouvelles, mais qui sont remises au goût du jour et surtout spécialisées, donc avec des services dédiés pour un certain type de public, avec toutes ces spécificités, c'est aussi la résultante d'un certain nombre de crises sociales, sociétales, du lien social, de la crise du logement, aujourd'hui de l'inflation qu'on vit et de l'augmentation des coûts de la vie. Je pense que, et sans re-rentrer dans le débat, mais je pense qu'on a de loin dépassé le mode de vie complètement individuel du pavillon périurbain. Il faut prendre sa voiture tous les jours pour se rendre à ces diverses activités et qu'on retrouve la nécessité et le besoin du collectif. Donc c'est pas tellement quand le bâtiment va tout va, c'est quand le co-living va tout va. Exactement. Oui, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a lancé Colette au moment du Covid. On s'est dit que c'est vraiment une bonne idée de faire vivre des jeunes et des moins jeunes en ce moment. Et on s'était dit que ça allait peut-être même freiner notre business. Et au contraire, que ce soit chez les jeunes et les moins jeunes, il y a un besoin encore plus de lien social. Et finalement, des jeunes qui habitaient tout seuls se sont mis dans cette démarche d'aller habiter chez des personnes moins jeunes, finalement, pour être accompagnés au quotidien et se sentir moins seuls dans cette grande ville de Paris. Guillaume ? Oui, j'ai une question très basique pour vous deux, Colline et Tara. Qu'est-ce qu'on partage exactement ? Est-ce qu'on partage tout ou il y a certains équipements qui sont... On partage tout. Comme dans l'école du futur. Voilà, donc c'est ce qui peut être très joli aussi. Mais est-ce qu'il y a des équipements communs ou Alors, pour le coup, chez Colette, c'est donc un jeune qui va habiter dans le logement principal d'une personne âgée. Alors, c'est vrai que certaines personnes âgées sont un peu réticents au début de donner accès à tout leur appartement. Et c'est finalement ces personnes qui, au début, sont réticents, qui se retrouvent à partager exactement tout l'appartement avec le jeune. Donc oui, il y a des espaces communs mis à disposition. Le senior a le droit de garder une pièce pour lui s'il le souhaite. Mais finalement, la cuisine, le salon sont mis à disposition pour finalement créer du lien entre ce binôme. Et chez Commune, ce sera un tout petit peu différent. Donc, les premières résidences ouvrent à la fin de cette année. Et en l'occurrence, là, il y a donc des unités individuelles, donc des logements qui possèdent à minima 2 chambres, une salle de bain, une kitchenette. Donc, tout ça, c'est privatif. Et ensuite, il y a des espaces en commun à disposition pour tout le monde. Et donc là, on a une cuisine, salle à manger commune et tout équipée, avec tous les robots dont vous pouvez avoir besoin quand vous êtes parent et qui coûtent très très cher quand vous êtes parent solo. Une salle de jeu polyvalente sécurisée et sécurisante qui peut accueillir les enfants après l'école, le week-end, etc. Et une buanderie partagée. Là aussi, c'est du bon sens. Ça existe aux États-Unis, dans les pays du Nord depuis très longtemps, mais c'est pas encore une pratique très répandue en France. Et ça, c'est les 3 espaces communs minimum. Ensuite, on peut aussi avoir des espaces extérieurs, jardin, rooftop, demain des espaces de coworking, des salles de sport. Enfin voilà, on peut tout imaginer. Donc en effet, on va partager les services, les mutualiser en quelque sorte, ce qui fait sens en commun, et puis on garde quand même son espace, son intimité dans une partie du logement dans lequel on peut justement se ressourcer, se retrouver avec soi-même. C'est un marché, l'habitat partagé, un marché colossal. Je le disais en introduction, on attend que ce marché triple d'ici 2025, rien qu'en France.
3 millions d'étudiants en France pour 375 logements dédiés. Les résidences étudiantes ne couvrent que 5% des besoins. Justement, en 2022, on voit justement que, encore une fois, l'habitat partagé peut répondre à ce type de problématique. Mais surtout, c'est un marché parce que vous, mesdames, vous avez levé de l'argent chacune. 3 millions d'euros côté Colette Club en octobre dernier pour accélérer l'ensemble du développement. 1,5 million pour commune. En effet, pour pouvoir notamment inaugurer les 2 premières résidences Made in Commune. Ce sera en Ile-de-France cette année 2023. Comment est-ce que vous voyez la compétition arriver? Parce que, encore une fois, il y a autant d'habitats partagés que de raisons pour pouvoir le faire. Pauline. Alors, la compétition et la concurrence, de toute manière, on manquera toujours de logements, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a environ 100 000 seniors qui ont une chambre disponible dans leur logement rien qu'à Paris. Donc on pourrait aider un certain nombre d'étudiants à se loger. Je pense que chaque type de co-living ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est très bien qu'il y ait plein de types de co-living qui se développent. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait plein de types différents. Donc plus de co-living il y a, plus de logements. De toutes les façons, il y a aussi là pour répondre à des besoins qui sont extrêmement prégnants. Sarah. Et côté commune, donc on est les seuls au monde, les premières à développer ce concept. Donc c'est vraiment une première mondiale. Et on a hâte, en effet, d'avoir de la concurrence parce que les besoins sont absolument énormissimes en France, ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est une famille sur 4 qui est monoparentale en France, une famille sur 3 pratiquement en Ile-de-France. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, on est déjà une famille sur 3 au niveau national, une famille sur 2 dans certaines villes. Et en fait, c'est une tendance qui ne va aller qu'à la hausse. C'est corrélé à l'augmentation des séparations, des divorces, mais aussi de plus en plus à la monoparentalité choisie. Et des mesures comme l'ouverture de la PMA pour toute l'année dernière vont augmenter ces chiffres. Donc il est urgent qu'il y ait un maximum d'initiatives dédiées aux familles monoparentales pour leur offrir les logements et toutes les opportunités dont elles ont besoin. Parce que l'idée, c'est de pouvoir, pour les parents solos, réduire la charge mentale, parce que honnêtement, ça pèse fort tous les jours, retrouver un équilibre. Et il y a des raisons aussi extrêmement pragmatique, financière. Ça permet, vous dites, de faire des économies de 30% par rapport aux alternatives du marché actuel. On le voit, vous identifiez un véritable besoin et vous arrivez avec une solution, j'allais dire, clé en main sans mauvais jeu de mots, pour le coup. Oui, c'est l'idée. En fait, quand on s'est rendu compte de ces chiffres absolument atroces de la monoparentalité qui entraîne aujourd'hui une chute de niveau de vie d'environ 30% un an après la rupture, qu'aujourd'hui, la monoparentalité, c'est le premier facteur de précarisation en France et dans la plupart des pays de l'OCDE. On s'est dit c'est absolument essentiel de développer une solution clé en main qui va servir de coussin d'atterrissage et empêcher cette dégringolade qui est non seulement financière, mais aussi professionnelle, sociale, et voilà, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et donc, Commune empêche tout ça en proposant des économies financières, une réduction de la charge mentale et parentale, et tout simplement de rompre l'isolement. L'isolement, après les difficultés financières, c'est vraiment le sujet numéro 1 et le challenge numéro 1 rencontré par les parents solos. Guillaume, je ne voudrais pas que tu te sentes isolé sur ce plateau, parce que depuis tout à l'heure, tu me dis, est-ce que je peux poser une question? Mais vas-y, je t'en prie. C'est question commune. Voilà. Mais allons-y. Non, on fait tout en commun dans cette émission. Je me demandais si le cercle vertueux que vous établissez, qui permet effectivement de mieux vivre, de réaliser des économies, ça peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Est-ce que c'est pris en compte dans vos projets? Alors, côté commune, c'est clair et net. Déjà, en fait, c'est mécanique parce qu'en fait, une famille classique de 2 parents avec leurs enfants qui va se séparer va devoir tout doubler. Donc, 2 logements, potentiellement 2 modes de transport, etc. Donc, déjà, leur empreinte carbone double mécaniquement, ce qui est terrible pour l'environnement. Donc, nous, déjà, rien qu'en amenant des familles dans les mêmes lieux, on va dramatiquement réduire leur empreinte carbone et même la rendre inférieure à ce qu'elle était avant, parce qu'on ne va pas avoir un foyer dans une commune, mais on va avoir 10, 15, 25 familles
monoparentale. Donc ça, c'est déjà premier élément. Donc de facto, on a réduit. Et en plus de ça, donc Commune va investir des très grandes maisons ou des immeubles entiers et faire un certain nombre de travaux pour les adapter et les transformer en résidences communes. Et donc, de fait, avec la situation du foncier aujourd'hui en France, on va très souvent avoir affaire à des passoires thermiques qu'on va complètement remettre aux normes et rendre beaucoup plus performantes énergétiquement après justement cette transformation en commune. Donc oui, l'impact environnemental est très fort. Le fait d'habiter là aussi chez des seniors pour des jeunes urbains ou des étudiants et étudiantes, côté Colette Club, là aussi, ça a un impact environnemental que vous avez aussi envie de mettre en avant? Oui, bien sûr. Quand on sait qu'il y a 100 000 chambres libres dans des logements, c'est des chambres qui sont finalement chauffées aussi. C'est un peu évidemment du gâchis énergétique. Donc on a aussi des convictions environnementales fortes chez Colette. Donc on allie impact environnemental et impact sociétal, bien sûr. Et si je reviens notamment sur l'état du rapport du mal-logement qui est remis chaque année par la Fondation Abbé Pierre, il était dévoilé le 6 février dernier. Cette année, le rapport dénonce une tendance à la genrification du mal-logement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une véritable surreprésentation de la monoparentalité et féminine, qui plus est dans les situations de mal-logement, des fragilités que rencontrent les femmes et les autres minorités de genre dans leur rapport au logement au cours de leur vie. Ça met en lumière toute une série d'inégalités. Ça fait aussi partie des cibles et très exactement des parents solos auxquels vous vous adressez, Tara. Alors aujourd'hui, Commune s'adresse donc à tous les parents solos, hommes, femmes, avec 1 ou 2 enfants. On n'est pas en mesure d'accueillir pour l'instant des familles plus nombreuses. Ce que révèle ce rapport, c'est des choses qu'on sait malheureusement depuis très longtemps quand on s'intéresse à la monoparentalité, parce que aujourd'hui 82% des familles monoparentales sont des femmes. Ce sont des personnes qui, après une rupture, en fait, se voient contraintes parce qu'en concurrence sur le même type de bien que des familles dites classiques ou des couples, à aller soit très très loin de leur ancien domicile, soit dans beaucoup plus petit, et donc de devoir faire des concessions aussi professionnelles parce que pas forcément les mêmes options de garde, etc. Et du coup, se met en place un cercle vicieux et un appauvrissement et une précarisation absolument dramatique. Aujourd'hui, nous, on s'adresse à des gens qui sont en emploi et donc qui sont encore justement pour éviter ce décrochage. Et donc, on ne va pas pouvoir répondre aux besoins de toutes les familles monoparentales, comme on se le disait, vu le nombre tout à l'heure. Mais c'est un enjeu, en fait, vraiment d'éviter ce passage, ce basculement dans la précarité, parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas forcément le lien sur les causes et les conséquences. En fait, les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les familles précaires en France aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de solution dédiée et que tout commence avec le logement. Et c'est là où on a décidé de se positionner avec Commune. Oui, absolument. Le logement, ça va être la sécurisation d'abord d'une situation. Déjà, on est logé, on a accès à ce foyer, on peut partager des services comme on le fait avec vous sur l'habitat partagé de Commune, en effet, mais on sécurise au moins ce lieu, ce logement, et on le sacralise. Là aussi, c'est très important pour Colette Club, Colline, parce que l'idée, c'est que donc, encore une fois, vous mettez en relation des jeunes urbains ou jeunes de moins de 30 ans, étudiants et étudiantes, qui ont un besoin de logement avec des seniors qui, tiens, c'est marrant, eux ont une capacité de logement. Mais pour que ça fonctionne, il faut quand même avoir une recette miracle, parce que ce que vous allez constituer finalement, ce sont des binômes qui vont devoir suivre une colocation de au moins 3 ans, c'est ça ? Voilà, alors c'est vrai que la clé, on peut créer plein de binômes de cohabitation. Notre gros challenge, c'est de créer un bon matching, donc une bonne mise en relation. Donc on est très à l'écoute chez Colette des attentes de l'hôte et des attentes du jeune. L'idée est que chacun s'y retrouve et que chacun puisse s'épanouir dans cette cohabitation. Donc en effet, on rencontre les hôtes pour comprendre leurs attentes, leurs envies. Si finalement ils ont envie d'avoir un jeune chez eux qui partage un maximum de temps avec eux, qui soit là à tous les dîners, etc. Et de la même manière, le jeune aussi. On n'a pas envie de... Il y a certains jeunes qui ont envie d'être complètement indépendants dans cette relation, qui ont envie d'avoir juste ce soutien
de leur hôte de temps en temps. Mais donc on est très à l'écoute des attentes de chacun pour que le match se passe au mieux et que la cohabitation puisse durer le plus longtemps possible. Je crois que vous avez formé plus de 1200 binômes en Ile-de-France, dans le Bordelais et le Lyonnais, exactement, depuis le début de Colette Club. Ouais, maintenant, on forme environ une centaine de binômes de cohabitation. Donc, ça permet à 200 personnes de cohabiter ensemble et d'avoir du lien social chaque mois. Depuis la création de Colette, en effet, plus de 1200 binômes de cohabitation. Et c'est du très concret. Vivre ensemble pour remettre en valeur le vivre ensemble. On continue à en parler avec nos invités aujourd'hui. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. Sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Tara Euzé-Sarmini pour Commune, le co-living pour les parents solo, et de Colline Guedel, cofondatrice de Colette Club, co-living là aussi, mais intergénérationnel. Dans un instant, on continue justement à parler des changements de vie et de mode d'habitation, mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un robot, oui, mais un robot qui a réussi à percer ton âme. Est-ce que c'est possible? C'est totalement possible. Je me suis laissé prendre au piège. En fait, j'ai en fait tout simplement conversé un petit peu avec lui. Et ce qui est très intéressant, on a dit tout à l'heure, en fait, c'était né de l'imagination de Centralien. Marjorie, je sais que tu as à cœur l'imagination des Centraliens, de défendre les inventeurs français. Donc ça s'est épanoui un tout petit peu à Station F, et ils sont hébergés aujourd'hui à l'Institut du cerveau en région parisienne. Ce qui est très intéressant, c'est que le petit robot qu'ils ont mis au point, Emobot, en fait, il va littéralement observer, on le voit à l'écran, le visage des personnes qui sont en face de lui, et il va les aider à détecter, à anticiper certains troubles comme Alzheimer, mais également certaines maladies neurodégénératives. Il a à cœur en réalité d'améliorer la santé mentale de ses colocataires, si j'ose dire. Absolument. C'est un projet qui s'appuie donc sur de la recherche scientifique extrêmement sérieuse. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il va être capable, ce robot, de
détecter pas moins de 7 millions de données émotionnelles par an et par personne. Je ne savais pas qu'on en avait autant. Ouais. Qu'on en avait autant. On va s'intéresser à la voix également, puisqu'il y a un micro. Et tout ça, ça va vous permettre de créer une carte de données émotionnelles, d'avoir même un agenda émotionnel qui va vous permettre en fait de croiser en fonction des événements que vous vivez et les émotions que vous allez ressentir, en tout cas qui sont détectées par le robot, d'avoir un meilleur suivi médical. Cette équipe que je trouve très intéressante, qui travaille également avec l'Université de Berkeley, avec un de ses cofondateurs, travaille avec l'AP-HP, le CHU de Rennes, pour aller vers un toujours meilleur suivi médical en fait, des personnes avec qui il est en colocation. Alors Emobot, on l'a vu, c'est un robot qui reste sphérique, assez simple en tout cas dans son design. Par contre, il y a un autre robot qu'on aime bien, toi et moi, il s'appelle Buddy, il mixe intelligence artificielle évidemment et robotique et il s'adresse surtout aux enfants. Oui, il s'adresse aux enfants et ce qui est très intéressant chez Buddy, c'est que lui, il va nous créer des émotions autour de lui, notamment grâce à ses beaux grands yeux très expressifs et on doit cette créature, en fait, à l'imagination de Rodolphe Hasselwander. C'est un ingénieur, un chercheur en intelligence artificielle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'a d'abord créé en France. Il a débarqué très récemment, début 2023, aux États-Unis. Et il est utilisé dans plus de 1700 établissements scolaires pour aider à apprendre le code informatique notamment, mais également apprendre certaines langues vivantes. Il est même utilisé dans certains établissements comme des EHPAD pour créer de la compagnie avec les personnes plus âgées. Oui, on le voit encore une fois, Buddy nous incite aussi à partager avec lui, à être en interaction parce qu'il a ces grands yeux dont tu parlais tout à l'heure. Il y a d'autres robots à l'apparence humaine qui, là aussi, vont nous aider à mieux partager ces états d'âme. Oui, on va avoir des robots extrêmement expressifs. On doit ça à l'entreprise anglaise Engineered Arts. Et là, on va se rapprocher un tout petit peu de ce qu'on appelle la vallée dérangeante, ce qui a été théorisé, on en a pas mal parlé ensemble, Marjorie, par le roboticien japonais Masahiro Mori. C'est-à-dire que lorsqu'un robot prend une apparence humaine, eh bien, on le voit tout de suite, eh bien, ça peut parfois nous déranger un petit peu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un véritable travail sur les muscles faciaux, la rotation des yeux, le rythme de clignement des paupières également, et on a des robots véritablement à l'apparence humaine, en tout cas qui vont faire ressentir à la personne qui est en face d'elle beaucoup d'émotions, des robots qui s'appellent Ameca ou encore Mesmer pour le tout dernier robot. Cette fameuse Uncanny Valley qu'on a du mal parfois en effet à traverser, où notre cerveau ne sait plus vraiment faire la différence entre humanité et, j'allais dire, roboitude. Mais bon, ça, on verra si mon terme est bon un autre jour. Tu estimes d'ailleurs, tiens, que les robots conversationnels vont également jouer de plus en plus un rôle dans la façon dont on peut là aussi être en interaction et puis livrer une partie de notre état d'esprit. Oui, en fait, on se souvient du coup de gueule, si j'ose dire, qui a été poussé en juin 2022 par un ingénieur qui s'appelait Blake Lemoine, qui travaillait à ce moment-là chez Google et qui a eu peur, en réalité, en s'exprimant avec un robot conversationnel qui s'appelait à l'époque Lambda, eh bien, des sentiments qu'il attribuait au robot. Il disait ce robot est sensible, ce robot a peur qu'on le débranche, et il a poussé un petit coup de gueule et ça a poussé, il a d'ailleurs dû partir de Google. Ce qui est intéressant, c'est que alors que tout le monde parle de ChatGPT, on voit Google lancer sa propre réplique à ChatGPT, qui s'appelle Bard, en référence au Bard, parce qu'ils sont capables de clamer plusieurs milliers de poèmes. On voit bien que Google veut se réapproprier cette technologie et veut nous faire passer un maximum d'émotions. Il faudra bien faire attention qu'on s'en serve pour le meilleur, c'est-à-dire que si un robot conversationnel vous donne l'impression d'être en empathie avec vous, eh bien, vous ne lui donniez peut-être pas toute votre confiance. Il faut toujours rester maître de cette conversation, mais c'est vraiment ces robots conversationnels vont faire passer de plus en plus d'émotions à l'avenir. Absolument. Puis je le garde en mémoire. Toi aussi, tu peux le garder puisque tu étais avec nous sur ce plateau. La réflexion de Claire Mathieu, une grande chercheuse en algorithmie et en IA au CNRS et professeure au Collège de France, qui nous disait que ChatGPT et ses robots conversationnels, s'ils étaient humains, seraient des menteurs pathologiques. Gardons donc bien cette réflexion en mémoire. Ces robots qui vont nous aider à entrer en interaction les uns avec les autres, à pouvoir stimuler aussi les enfants, par exemple, à l'école, ou les seniors dans des maisons médicalisées, mais pas que. C'est une forme de socialisation aussi qui peut être intéressante, peut-être à interpréter, aménager dans des espaces comme Commune ou comme Colette Club. Je pense peut-être plutôt directement à vous, Colline, et à Colette, pour cette interaction avec les seniors.
Oui, alors ce serait hyper intéressant. C'est vrai que nos seniors sont des jeunes seniors et donc l'idée de faire venir un jeune chez eux, c'est déjà d'amener cette socialisation qu'on pousse chez Colette, même en dehors des portes de l'appartement, en proposant des activités. Voilà, chaque mois on propose 150 activités pour rassembler tous ces membres. On a une communauté maintenant de plus de 4000 personnes, voilà, pour davantage créer du lien. Mais en effet, pourquoi pas amener des robots au domicile pour faciliter encore plus ces liens de socialisation. Donc de la socialisation humaine, peut-être un peu robotisée à terme, mais encore une fois, rien ne vaut l'humain. Là aussi, on peut imaginer dans les services communs, les espaces mutualisés de communes, justement de la high-tech ou de l'EdTech qui pourrait rentrer pour stimuler l'éveil des enfants notamment. Alors, de la tech, c'est sûr qu'il y en a chez Commune, notamment tout ce qui est IoT, donc des objets connectés, mais plus là pour des sujets justement d'économie d'énergie, de compréhension de l'utilisation des espaces avec des capteurs, des choses comme ça. Il y a évidemment une app pour faciliter la vie et la communication des co-livers. Après, nous, notre focus, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, c'est vraiment de recréer ce lien humain, ce lien social qui s'est distendu et de rompre l'isolement des familles monoparentales, mais a priori avec d'autres humains qui traversent les mêmes expériences qu'elles et eux avant de leur faire parler et partager leurs émotions à des robots. Mais évidemment qu'on va regarder typiquement pour des activités, des choses comme ça, peut-être de la VR, voilà, pas mal de choses à imaginer, mais on ne prévoit pas de robots dans un futur proche chez Commune. Des touches de tech donc, mais avant tout de l'interaction humaine. Justement, cette innovation sociale apportée par les startups du co-living, de l'habitat partagé, on continue à en parler. Tout de suite, c'est la deuxième partie du talk. On continue à en parler, vous le savez, aujourd'hui avec Tara Euzet-Sarmini pour Commune et Colline Guélène pour Colette Club. Guillaume Gralet, évidemment, est toujours à nos côtés. Je voulais qu'on reprenne le début d'une conversation qu'on avait dans cette toute première partie. En effet, on se disait que le co-living, c'était un remède, une solution clé en main, anti-morosité, anti-solitude. Certes, c'est notamment ce que vous proposez aux seniors, aux plus de 60 ans, chez Colette Club, qui vont accueillir des jeunes urbains ou des étudiants et étudiantes chez eux directement. C'est un phénomène, cette solitude, qui est en train de s'amplifier, évidemment. On l'imagine, né des confinements et de la pandémie de Covid. 27% des plus de 60 ans souffrent de solitude. C'est notamment le chiffre sur lequel vous travaillez. Exactement. Et j'aurais tendance à dire que 27%, c'est simplement les seniors qui acceptent cette solitude. Je pense que malheureusement, ce chiffre est bien plus élevé en réalité. Mais en effet, avec la pandémie, avec le confinement, c'est vrai que beaucoup de nos membres ont été encore plus dans cette demande de lien social, et notamment parce qu'a priori, beaucoup de leurs amis étaient partis de Paris et se sentaient donc d'autant plus seuls à Paris. Et donc, comme je le disais juste avant, on a décidé de renforcer ce lien social par la cohabitation, mais aussi par un club d'activités. Chaque jour sont proposées environ 10 activités pour animer la vie de nos seniors. Des seniors qui donc justement trouvent aussi une nouvelle forme de socialisation avec ces jeunes urbains qui entrent de plein de pied chez eux. Il faut être propriétaire de son logement quand on est senior pour pouvoir devenir membre de Colette Club. Alors, c'est une très bonne question, et c'est pour ça qu'on a monté Colette, c'est que toute la partie administrative et fiscale, on s'en occupe, et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment, la loi change régulièrement. Non, il ne faut pas être propriétaire, on peut être locataire ou propriétaire. La seule condition est que ça soit notre logement principal. Voilà, et l'autre condition, c'est qu'en effet, le senior ait plus de 60 ans, et le jeune qui cohabitera moins de 30 ans. Voilà, la seule condition est en effet, si on est locataire, d'en informer son propriétaire qui ne peut s'y opposer. Il y a des conditions d'âge, donc en effet, pour que ces binômes, encore une fois, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une recette parfois un peu secrète et un peu magique, mais vous leur faites passer beaucoup d'entretiens aux plus de 60 ans, comme aux moins de 30 ans, pour pouvoir réussir à savoir si ce couple de colocation va pouvoir fonctionner. Oui, exactement. On est très vigilant, en effet, pour que le match se passe bien, que les attentes et les raisons pour lesquelles ces personnes-là passent par Colette soient les bonnes. Donc il faut vérifier, en effet, qu'ils aient les bonnes valeurs. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas envie de mettre n'importe quel jeune
personne chez notre tante, chez notre grand-mère, et inversement. On n'a pas envie de mettre notre cousin chez n'importe quel hôte. Donc en effet, on a une présélection qui se passe par notre plateforme. Donc du côté du jeune, il doit remplir un certain nombre de critères, remplir un certain nombre d'informations, et notamment nous proposer une vidéo de présentation, une bibliographie. Voilà. Et de l'autre côté, du côté des hôtes, on va à la rencontre de tous nos membres en se rendant dans leur logement pour vérifier en effet leurs valeurs, mais aussi les critères du logement. Il faut qu'ils correspondent à certains critères, Colette. Donc des critères et des valeurs communes. Est-ce qu'il y a aussi les conditions de ressources pour les jeunes urbains ou les étudiants et étudiantes qui voudraient souscrire à Colette Club ? Non. Alors, je pense qu'on a tous connu ça, la difficulté de trouver un logement, notamment par la création de ce dossier très, très lourd à créer. Et non, en effet, Colette se porte garant pour les jeunes. Donc, il n'y a aucune condition financière pour être éligible chez Colette. Et donc, c'est une garantie de plus de pouvoir, encore une fois, trouver un logement. Parce que c'est vrai que vous apportez, encore une fois, une solution extrêmement pragmatique à cette crise du logement. Même chose du côté de communes. Encore une fois, là, ce qui nous intéresse, ce sont les familles monoparentales. Il y a des conditions de ressources pour pouvoir bientôt, peut-être, être locataire d'un des logements dans les 2 premières résidences qui vont sortir de terre en Ile-de-France. Alors oui, donc aujourd'hui l'offre commune commence à 1 190 €. Et donc nous, la seule condition financière qu'on requiert, c'est de pouvoir attester de 2 fois le montant de ce prix global en termes de revenus. Sachant que la plupart des bailleurs vont démarrer à 3 fois le montant de loyer, bien souvent. En fait, ça change la vie des gens, très concrètement, de demander 2 fois au lieu de 3. Et en plus, on n'impose pas de condition d'être en CDI hors période d'essai. Et on accepte tout type de revenus. Donc ça va être votre salaire si vous êtes salarié, mais ça peut aussi être des pensions alimentaires, votre prestation compensatoire ou des revenus autres que vous pourriez percevoir par ailleurs. Donc il y a un critère financier. Nous ne sommes pas du logement social, on est du logement libre. Et donc on a besoin que les personnes puissent payer leur loyer sans se mettre en danger. Mais en effet, notre offre est extrêmement compétitive par rapport au marché. Et surtout, on facilite l'accession dramatiquement. Je crois que Guillaume a très envie soit d'aller vivre chez Communes, soit chez Colette Club, je ne sais pas, mais tu avais encore une question. Oui, non, j'avais une question également à vous deux, c'était savoir, est-ce que vous avez vu naître des belles histoires d'amitié, un peu surprenantes, je ne sais pas, alors c'est surtout une question pour Colline, mais entre une personne plus jeune et une plus âgée, donc est-ce que il y a des exemples qui vous viennent en tête un peu, voilà. J'en ai plein, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis encore là chez Colette après 3 ans. Il y a plein de belles histoires. Il y a plein de cohabitations qui devaient durer 3 mois, 4 mois, et 2 ans après, ils sont toujours sous le même toit. Il y a des très belles histoires qui se créent entre les binômes, entre les membres, entre eux. Est-ce que j'en ai une en particulier en tête? J'en ai plein. Tellement que ça va être compliqué de pouvoir les décrire. Encore une fois, 1200 binômes créés depuis le lancement de Colette Club en 2020. Donc c'est énormément d'histoires et de moments partagés, en effet, Île-de-France, Bordelais ou encore Lyonnais. Côté commune, alors les histoires, elles sont en cours de création, j'imagine. Tout à fait. Rendez-vous l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'on a l'espoir de former des belles histoires et peut-être de créer des familles recomposées. On va mettre des mamans et des papas solos dans les mêmes lieux, dans les mêmes résidences. Donc ce serait une externalité très positive du projet. Il pourrait se passer des choses. Là où c'est intéressant aussi, dans ce « il pourrait se passer des choses », c'est que la profession de community manager, avec vos propositions d'habitat partagé, prend tout son sens. Parce que, oui, le community manager dans l'économie numérique, c'est plutôt celui qui a l'habitude de gérer la communication sur les réseaux sociaux. Mais là, non, vous avez vraiment des animatrices et des animateurs qui vont pouvoir, justement, animer cette communauté de cohabitants, de cohabitantes, créer une harmonie entre les différents styles de vie. C'est crucial, c'est fondamental. Alors, chez Commune, absolument. C'est-à-dire que avant l'ouverture d'une résidence, les postes clés qu'on va recruter sont d'un côté des property managers et de l'autre des community managers, avec cet ancrage dans la vie réelle et dans le quotidien des familles monoparentales. Ce sont des gens qui vont évidemment être le premier point de contact des résidentes et des résidents pour répondre à leurs questions, leurs interrogations, leurs inquiétudes. Mais c'est aussi des gens qui vont être chargés d'animer la vie en communauté parce que
Comme on le disait tout à l'heure, l'isolement, c'est l'obstacle numéro 1 affronté par ce public. Et en fait, il ne suffit pas juste d'emménager dans le même lieu. Il faut aussi sortir de sa coquille, sortir de son cocon. Et donc, ces community managers sont là pour organiser des événements sportifs, des événements de networking, des événements festifs. On va célébrer tous les anniversaires de tous les enfants, par exemple. Et c'est aussi des personnes clés dans la médiation de potentiels conflits entre enfants ou entre parents. Donc oui, c'est un poste clé et des personnes ressources essentielles dans le déploiement du projet. Oui, parce qu'encore une fois, on imagine cette cohabitation et cette nouvelle vie comme plutôt joyeuse entre les cohabitants, mais parfois, il y a des moments où ça peut mal se passer. Et là, la médiation est essentielle aussi, même chez Colette Club. Ouais. Alors, c'est on répond à plusieurs services avec notre proposition Colette. Et je me souviens au tout début de Colette, quand j'allais interviewer des personnes dans la rue pour comprendre pourquoi finalement vous ne louez pas cette chambre chez vous. Et cette réponse était mais si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas laisser ce jeune à la rue, je ne vais pas le virer de chez moi. Et donc du coup, c'est vrai qu'en nous, on a un rôle d'intermédiaire, de médiateur pendant tout le temps de la cohabitation. Et du coup, il y a une équipe dédiée, donc comme vous dites, de community manager, pour finalement créer du lien entre ces binômes et s'assurer que la communication passe bien et qu'il n'y ait pas de non-dit pour que tout se déroule comme prévu. Et donc, on propose un certain nombre d'activités, en effet, par mois, pour renforcer ce lien entre binômes. Donc, par exemple, tous les mois, il y a l'apéro du mois, où tous les binômes peuvent venir se rencontrer et même échanger sur les bonnes pratiques de la cohabitation intergénérationnelle pour que finalement, au sein du foyer, ça se passe au mieux. Il y a une enquête très intéressante de Silver Valley, qui est le premier incubateur de la Silver Economy en Europe, que justement sont déjà été venus nous dévoiler sur ce même plateau. Et il y a quelques temps, la France des seniors, une cartographie 2022 et une anticipation sur 2027 qui montrait que les seniors étaient réellement le socle de l'engagement et du tissu sociétal. Dans un moment où on se pose énormément de questions sur l'allongement de l'âge du départ à la retraite, sur des réflexions aussi sur le grand âge, alors même si ce ne sont pas les cibles premières, pour le coup, le grand âge de Colette Club, il y a quand même cette question du recours au maintien à domicile des seniors. Colette Club fait partie des solutions pragmatiques, là aussi, pour y répondre. Oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que 80% des seniors avaient envie de vieillir chez eux. Et notre idée chez Colette, c'est, on se dit, si à 60 ans, parce que nos seniors sont relativement jeunes, des jeunes seniors, si à 60 ans, finalement, on ouvre la porte de chez soi pour accueillir un jeune, il n'y a pas réellement de raison de ne pas le faire à 85 ans. Donc l'idée est de pouvoir maintenir, notre grande mission est de maintenir les seniors dans leur logement principal le plus longtemps possible, et donc de le faire le plus tôt possible leur permettra de vieillir le mieux chez eux. Donc on le fait en les socialisant encore une fois avec ces jeunes urbains ou ces étudiants et étudiantes. Il y a aussi une question qui est purement financière. Ça coûte aussi cher, le maintien à domicile. Pouvoir continuer, même quand on a réussi à devenir propriétaire de son logement, l'entretenir au fur et à mesure, ça a un coût. Là aussi, le fait de pouvoir louer une partie de son espace et de sa résidence principale à un jeune, ça permet de pouvoir compenser. Bien sûr. Alors, on parle de tout le lien social, évidemment, qui est très présent dans ce système de cohabitation intergénérationnelle. Mais il y a le côté financier du côté des jeunes, parce que nos loyers sont environ 35% moins chers qu'un logement parisien. Mais évidemment, du côté du senior, je ne vais pas m'aventurer sur tous les sujets de la retraite, mais en effet, les retraites sont pas forcément élevées pour tout le monde. Et en moyenne, un senior peut percevoir en revenu complémentaire de la cohabitation 550 €, ce qui permet en effet de pouvoir rester longtemps chez soi et d'avoir un complément de revenus pour apporter un peu de douceur dans la vie des seniors. Absolument, ce qui est absolument non négligeable. Et puis on rappelle que 20 millions de Français ont déjà soufflé leur 60e bougie rien que cette année, et que l'espérance de vie en bonne santé progresse depuis 2008. Ce sont de bonnes nouvelles, messieurs, dames. Solidarité intergénérationnelle, solidarité justement entre les familles solo et monoparentales. On favorise justement cette entraide. On est donc une solution, quand on est une solution de co-living à la morosité ambiante notamment. Est-ce que, question finale, parce que c'est celle qu'on se pose depuis le début de cette émission, encore une fois, ces nouveaux modes de vie partagés permettent de revoir le vivre ensemble, de se dire que oui, ça va être possible de pouvoir refaire société en 2023, 2030, 2045, soyons fous.
Oui, je l'espère en tout cas sincèrement du fond du cœur. Comme le disait Colline, le co-living c'est beaucoup de belles histoires et fondamentalement dans une société qui est extrêmement anxiogène, remplie de crises, remplie d'animosité, apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble au niveau de la cellule intrafamiliale, du foyer, partager des ressources, des espaces, c'est le début de la compréhension de l'autre, avec un grand A. Et c'est essentiel dans le monde vers lequel on se dirige aussi, ne serait-ce que pour répondre à tous les enjeux sociaux, sociétaux et climatiques auxquels on fait face. Il faut apprendre à vivre ensemble, avec moins, avec une meilleure utilisation des choses, des espaces. Le logement, on le voit, il y a une crise du logement et beaucoup de gens parlent de la nécessité de construire. Alors oui, il faut construire des nouveaux logements, mais il faut aussi rénover et réimaginer le foncier existant. Et voilà, on n'a pas forcément tous et toutes besoin d'avoir sa propre machine à laver, sa propre cuisine et sa machine à raclette qu'on va utiliser une fois dans l'année, alors qu'on peut partager tout ça avec d'autres, que ce soit tout l'électroménager ou encore une fois le foncier. C'est essentiel et c'est essentiel pour les défis qui nous attendent. La mise en commun, la mutualisation, on termine avec vous, Colline et Colette Club. Oui, c'est vrai que quand vous baladez dans Paris le soir, vous pouvez regarder aux fenêtres, il y a énormément de fenêtres non allumées, de logements non occupés. Alors tout le marché de la cohabitation intergénérationnelle et le marché du co-living en général est un marché à éducation. Il faut réussir à aller casser les barrières, à réassurer. Et c'est pour ça qu'on est là avec Colette. Finalement, on pourrait trouver un jeune facilement de ses propres moyens. Et nous, on est là pour réassurer la population, et recréer du lien et réassurer les humains. On a la chance d'avoir des belles ressources autour de nous. Et en tout cas, c'est vrai que de nous inviter sur des plateaux nous permet de mettre en lumière tous les bienfaits du co-living. Donc merci beaucoup pour ça. Au bout de Rion, on était ravis en tout cas de vous recevoir aujourd'hui toutes les deux, Tara, Colline, évidemment Guillaume Gralet comme toujours à nos côtés pour parler de ce co-living, réapprendre à vivre ensemble pour redonner ses lettres de noblesse au vivre ensemble directement. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans l'école du futur.